Bonsoir, chers participants, chères participantes. Bienvenue pour ce webinaire sur une conférence sur l'alimentation. Donc, tout à l'heure, on va se connecter avec Olivier Bourquin, spécialiste en nutrition. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, je suis Stéphanie Wapaya du secteur des cours et formations en Suisse romande. Et voilà, je vais juste vous présenter très brièvement le programme. Donc là, vous allez avoir justement 30 minutes de conférence environ. Et à la fin de la présentation, vous aurez la possibilité en fait de poser des questions par écrit en live. Donc pour ça, vous avez normalement tout en haut à droite de votre écran, vous avez une petite flèche orange. Il suffit de cliquer dessus et à l'intérieur, vous avez un onglet questions. Donc moi, je me reconnecterai aussi à ce moment-là. Voilà, je transmettrai les questions à Monsieur Bourquin et puis on terminera aux alentours de 18h15. Moi, je vous donnerai juste encore deux, trois indications sur la suite des prochains webinaires. Donc en tout cas, je vous souhaite une très belle présentation et je vous dis à tout à l'heure. Donc là, je vais juste me connecter avec Monsieur Bourquin. Voilà, bonsoir Monsieur Bourquin. Bonsoir, bonsoir. Voilà, on vous entend, on vous voit, Parfait. parfait. Donc, en tout cas, moi, je vous souhaite la bienvenue et puis je vais vous laisser la parole et on se revoit tout à l'heure. Génial, merci beaucoup. Alors à tout à Merci, l'heure. merci. Bon, ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est toujours un peu spécial parce que quand on voit pas les gens, c'est pas comme quand on donne une conférence avec le public qui est devant soi. Juste en quelques mots, eh bien, moi je viens du domaine du sport d'élite. À la base, je suis entraîneur d'élite suisse olympique et je me suis spécialisé en nutrition, micronutrition. La micronutrition, c'est pas simplement manger des gélules ou des pilules, hein, c'est s'intéresser à la valeur nutritive de nos aliments. Et c'est vrai que la valeur nutritive des aliments ces 50 dernières années a beaucoup diminué. Et d'ailleurs, on voit beaucoup plus de maladies auto-immunes actuellement, la sclérose en plaques en étant une, que je dirais il y a encore 50 ans en arrière. Et ça, c'est quand même aussi beaucoup lié à ce qu'on nous fait manger de manière générale. Donc, s'occuper de nutrition, de micronutrition, moi, je m'occupe beaucoup finalement aussi de rythmonutrition. Et je reviendrai sur cette notion-là après, c'est-à-dire quoi manger à quel moment, parce que ça, c'est aussi une notion qui, pour moi, est absolument fondamentale, parce que nos rythmes hormonaux ne fonctionnent pas de même manière entre le matin au lever ou par exemple le soir avant d'aller se coucher. Donc ça, c'est toujours des notions que j'utilise dans mes consultations. Moi, je consulte en privé, aussi bien sur Lausanne que sur Neuchâtel. Et en fait, bien sûr, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité, j'ai juste mesuré, j'ai un appareil de mesure très sophistiqué qui mesure à peu près tout ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau, alors aussi bien le cerveau du haut que le cerveau du bas qui est l'intestin, et qui m'a permis finalement de me rendre compte de manière plus précise des carences qu'on retrouve très régulièrement. Et j'ai aussi eu dans ma consultation justement différentes personnes atteintes de sclérose en plaques. Et ce qui était aussi assez passionnant pour moi et bien entendu pour ces personnes, c'est qu'à la fin, on a eu d'excellents résultats, sans vouloir dire aux gens que c'est miraculeux, mais avec quand même certaines personnes qui ont eu des rémissions à ce niveau-là. Donc je pense que ce qu'on ingère est absolument fondamental de manière générale et bien entendu si on parle de la problématique de la sclérose en plaques, d'autant plus. Alors j'aimerais aussi dire que j'ai pas la science infuse comme je l'ai dit, mais que si vous voyez, j'ai mis un t-shirt un peu comme ça, fake news, c'est qu'on entend aussi tout et son contraire en matière de nutrition et d'alimentation, parce que derrière ça, il y a toujours aussi beaucoup de lobby et d'argent à gagner pour pas mal de monde. Alors déjà, une chose sur laquelle j'aimerais venir, c'est que souvent les gens me disent, ouais, mais moi j'ai l'impression de manger de manière équilibrée. Alors
leur dis, mais c'est quoi pour vous manger équilibré? Parce que finalement, on a une notion de l'équilibre alimentaire qui est certainement propre à chacun, à son éducation et à ce que nos parents peut-être nous ont transmis. Et souvent, les gens me disent, ah ben, je mange des légumes. Moi, je dis, mais alors, c'est manger juste des légumes, pour moi, c'est pas ça, manger équilibré. Et la notion de manger équilibré, pour moi, ne veut rien dire. En fait, il faudrait manger adapté. Et manger adapté à ses besoins. C'est-à-dire qu'un enfant ou un adolescent n'a pas les mêmes besoins qu'une personne adulte ou qu'une personne du troisième âge. Une personne qui est très sportive n'a pas les mêmes besoins non plus. Il y a aussi des différences entre un homme et une femme. Ça va dépendre aussi, bien entendu, de l'activité physique, l'activité professionnelle. Est-ce que c'est une activité qui demande beaucoup d'énergie ou pas? Ça, c'est toutes des notions qui sont importantes et dont il faut tenir compte pour finalement pouvoir proposer un programme qui sera vraiment adapté à la personne. Il est évidemment logique qu'une personne comme moi, qui est là, vous pouvez pas voir, même mesure presque 2 mètres, qui fait quand même beaucoup de sport, eh bien, risque de manger peut-être quand même un peu plus qu'une dame d'1,60 m qui est sédentaire. Donc, toutes ces notions-là, il faut en tenir compte. Et puis après, on va en tenir compte aussi au niveau de l'adaptation de son alimentation par rapport à son système digestif, parce qu'il y a des gens qui digèrent très bien certaines choses, d'autres qui le digèrent nettement moins bien. Et là, on retombe sur la notion de microbiote. Et quand on parle de maladies auto-immunes, on parle souvent justement de système immunitaire. Et on sait très bien que le microbiote, eh bien, c'est ce qui permet de renforcer ou d'affaiblir le système immunitaire. Et qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent à quel point c'est important de s'intéresser à son alimentation et d'apporter des aliments qui vont nourrir ces fameuses bactéries qui sont les probiotiques et quels sont finalement le carburant, l'engrais de ces probiotiques. Eh bien, c'est les prébiotiques. Donc, est-ce qu'on mange suffisamment de fibres dans son alimentation? Est-ce qu'on retrouve suffisamment d'aliments qui sont fermentés? Parce que la lactofermentation permet de ramener des bonnes souches de bactéries dans son intestin. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'intestin, c'est quand même 100 000 milliards de bactéries. C'est à peu près 4 kilos finalement de bactéries dans notre intestin. Si vous ne savez pas quoi faire un dimanche, eh bien, vous prenez un intestin, vous le dépliez, drôle d'idée effectivement, eh bien, ça représenterait la grandeur d'un terrain de tennis, c'est-à-dire 300 mètres carrés. Et dans cet intestin, on va retrouver à peu près 300 millions de neurones. Et c'est évidemment cet intestin qui est directement en relation avec le cerveau. Quand on parle souvent de second cerveau, eh bien, c'est presque le premier cerveau parce qu'il y a 9 fois plus d'informations qui passent de notre intestin au cerveau que du cerveau à l'intestin. Et les 3/4 du système immunitaire est produit par le système nerveux entérique, c'est-à-dire par l'intestin à nouveau. Après, c'est assez subtil parce que finalement, on a tous un microbiote différent on sait qu'il existe à peu près 200 souches de bactéries différentes et nous n'avons pas tous les mêmes souches de bactéries. Donc, il va falloir aussi un peu, des fois, aller même à tâtons pour savoir ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Mais cette notion, elle est vraiment, vraiment importante parce que je reviens sur cette notion de second cerveau et maintenant de premier cerveau, c'est-à-dire que là aussi, comment est-ce qu'on alimente son cerveau? Parce que le problème de la sclérose en plaques et du problème de la démyélinisation de la gaine, c'est qu'on retrouve aussi quand même chez beaucoup de gens des carences assez importantes, donc ça c'est mesurable au niveau du bilan sanguin, en oméga 3. Et dans le temps, hein, on avait un ratio de 1 oméga 3 pour 4 à 5 oméga 6. Donc de trouver les bonnes graisses, c'est pas toujours évident. Et à l'heure actuelle, on a un ratio de 1 oméga 3 pour à peu près 25 à 30 oméga 6. Et en fait, pourquoi? Parce que les oméga 6, on en retrouve partout, hein, particulièrement dans les produits laitiers. Par contre, les oméga 3, et là, on a plusieurs familles d'oméga 3, mais les plus connus, eh bien, que ce soit EPA ou DHA, EPA, c'est des oméga 3 qu'on va retrouver dans les huiles. Et c'est vrai que chaque jour, on a vraiment intérêt à huiler son cerveau avec
et son cœur, évidemment, parce que ça joue aussi un rôle très important, avec des aliments qui sont riches en huile. Ça peut être l'huile de colza, l'huile de caméline, qui est la plus riche en oméga 3, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de chanvre. Et ça devrait être pour un adulte au moins 2 cuillères à soupe d'une de ces huiles par jour. C'est vraiment quelque chose d'important et qu'il est facile de faire. Vous pouvez très bien rajouter, même sur vos légumes, une fois qu'ils sont cuits à la vapeur, évidemment dans une vinaigrette. Ça, c'est une chose. Et puis après, par rapport aux fonctions cérébrales, une autre famille d'oméga 3 qu'on appelle DHA, eh bien, DHA, c'est surtout dans les poissons gras qu'on en retrouve. Et là, il y a de nouveau beaucoup de polémiques par rapport aux poissons, dans le sens où on entend souvent des gens qui disent oui, mais les poissons, la mer est polluée, les océans sont pollués, etc. Donc, privilégier les petits poissons comme la sardine, le maquereau, c'est sûr que c'est des anchois aussi. C'est des poissons qui sont vraiment très intéressants. Et on sait très bien que le cerveau de l'être humain s'est vraiment développé quand on a commencé à consommer plus de produits de la mer. Et en matière de complémentation, il y a une huile qui est particulièrement intéressante, c'est le krill. Krill en norvégien, parce que pas tout le monde ici, je pense, parle norvégien. Eh bien, krill, ça veut dire nourriture pour baleines, baleines et phoques d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on retrouve dans le krill une substance qui s'appelle le mTOR, qui est particulièrement intéressant pour tous les tissus du corps. Donc, si on devait se complémenter en oméga 3, et surtout si on est atteint de sclérose en plaques, je peux que vous vraiment proposer de prendre régulièrement du krill, et ça aura un impact aussi très très intéressant. Et après, c'est vrai que moi, je mesure beaucoup les tissus cérébraux des gens à travers ma machine qui s'appelle le multiscan. Et on voit quand même chez beaucoup de gens que les tissus cérébraux sont pas bien alimentés. En fait, il y a un problème aussi d'oxygénation. Alors, qu'est-ce qui est indispensable par rapport à ça? Eh bien, on a cette notion liée aussi au fer. Et on a 1 milliard de personnes sur Terre qui sont en manque, voire carencées en fer. C'est énorme, évidemment. Après, il y a des choses qui sont inhibitrices du fer. Hein. C'est tout ce qui est à base de caféine, de théine, et même le lait aussi, en effet, négatif pour bien absorber le fer. Et après, de nouveau, même si vous mangez pas mal d'aliments qui sont riches en fer, si finalement vous n'absorbez pas bien le fer, c'est peut-être que votre microbiote, une fois de plus, n'est pas dans un état de santé idéal pour bien absorber ce fer. Et le prochain livre que je vais sortir cet automne est lié aux bonnes associations d'aliments. Parce que ça veut dire que si par exemple vous mangez de la viande rouge, du cheval qui est riche en fer, hein, désolé s'il y a des gens qui font de l'équitation, mais eh bien, on va se rendre compte que si vous mangez cette viande rouge avec un aliment qui est riche en vitamine C, prenons l'exemple du chou-fleur, et puis que vous rajoutez encore quelques, je dirais, oléagineux, comme la noix de cajou ou des pignons de pain, qui sont riches en cuivre, parce que le cuivre est important pour l'absorption du fer, eh bien, et puis que vous buvez un jus de citron avec, eh bien, vous aurez une très bonne assimilation du fer. Par contre, si vous mangez ce repas avec, on va dire, des épinards, qui sont des inhibiteurs du fer, et puis que vous allez boire 2 expressos pour finir votre repas, eh bien, vous aurez une moins bonne assimilation. Donc, on se rend compte aussi que l'association des aliments joue aussi un rôle et que savoir bien associer ces aliments, aussi tout en les dissociant quand même, parce que très souvent, on a tendance à, je dirais, trop mettre de choses dans son assiette. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire que plus vous mangez des aliments qui sont, je dirais, moins vous mélangez les aliments, on va dire. Typiquement, si vous dissociez votre alimentation, pas mettre trop de protéines animales ensemble, soit vous mangez des œufs, soit vous mangez de la viande, soit vous mangez du poisson, soit vous mangez du fromage, mais vous ne mélangez pas trop les protéines animales. Ça, c'est important. Quant aux protéines végétales, alors là, elles ont besoin d'être absolument, je dirais, associées parce que souvent, dans les protéines végétales, on ne retrouve pas tous les acides aminés.
Et pourquoi je vous dis tout ça sur les protéines? Parce que c'est un élément fondamental du système nerveux et de la dopamine. Parce que qu'est-ce qui se passe chez la personne qui est atteinte de sclérose en plaques? C'est que très souvent, elle se sent quand même plus fatiguée. Et par rapport à ça, les neurotransmetteurs sont absolument indispensables à, on va dire, à les augmenter est typiquement lié à deux neurotransmetteurs fondamentaux pour avoir de l'énergie, de la concentration, de la motivation, etc. C'est la dopamine. Donc, dopamine, vous avez dopa, le plaisir. Et puis, vous avez la noradrénaline qui est le relais de la dopamine, qui est quelque chose de très important. Et ces neurotransmetteurs-là sont en liaison avec les acides aminés, donc avec les protéines. Donc, ça veut dire que pour moi, un adulte devrait manger en moyenne 1,5 g de protéines sèches, je répète bien, par jour. Donc, disons que moi, je fais presque 2 mètres, presque 100 kilos, j'aurais besoin de 150 grammes quand même de protéines sèches, sachant que dans un œuf, vous aurez 10 grammes à peu près de protéines sèches. Donc, on se rend compte que dans toute son alimentation, on a absolument besoin, dans tous les repas de la journée, d'avoir toujours un apport en protéines, parce que la protéine, c'est la base de notre ADN. Le seul inconvénient de la protéine, n'est-ce pas, c'est le fait que c'est acidifiant. Donc, pour pas être trop acide, on va tamponner l'acidité et grâce à ça, eh bien, on va pouvoir manger quand même une certaine quantité de protéines. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un élément qui est très, très important et que je mets très souvent en avant que le matin, il faut démarrer avec des apports en protéines. Donc là, il faut commencer à manger généralement au moins, alors le mieux c'est les œufs, ça restera toujours des œufs. Et sachez que dans les œufs, dans le jaune d'œuf, il y a un élément, une substance qui est particulièrement intéressante qui s'appelle la choline. Et la choline, c'est quelque chose, je dois juste bouger 2 secondes, et c'est quelque chose qui est juste super intéressant dans le sens où cette choline permet d'avoir vraiment des très très bonnes connexions au niveau du cerveau. Donc, manger de l'œuf tous les matins, ce sera plutôt quelque chose de sain que de ne pas sain. Il faut bien le comprendre. L'histoire du cholestérol, du bon ou du mauvais, quand vous mangez des œufs le matin, idéalement ce serait l'œuf à la coque, l'œuf au plat, l'œuf mollet, eh bien, vous allez augmenter le fameux HDL, qui est considéré comme le bon cholestérol, et vous allez diminuer le LDL, qui est considéré comme le mauvais cholestérol, sachant que pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol, c'est un équilibre et qu'on a besoin des deux. Sachant aussi que le cholestérol, c'est une hormone anabolisante et que de toute façon, le pic du cholestérol, c'est le matin, entre 6h et 8h du matin, et que si vous mangez suffisamment de bonnes graisses le matin, même des graisses saturées, ça aura un impact très, très positif. Donc, je répète vraiment, vous pouvez manger tous les jours de votre vie 1 à 2 œufs à la coque le matin, accompagnés idéalement de fruits secs ou et d'oléagineux. Attention de nouveau par rapport à la digestion au pain. Et dernièrement, on sait que de plus en plus, les nouveaux pains contiennent des OGM quasiment, hein, parce qu'on parle là du fameux gluten, et que ce gluten lié à la gliadine peut perturber passablement les fonctions intestinales, mais même, d'après certaines études, certaines fonctions cérébrales. Donc, bien tenir compte de ça. Si je reviens un tout petit peu en arrière sur l'importance du cerveau et de comment l'alimenter, il y a un minéral où je dirais qu'on pourrait augmenter ce minéral chez quasiment toute la population, c'est le magnésium, hein, parce que le magnésium est cofacteur de toutes les transformations quasiment dans le corps, et que dès le moment où vous êtes carencé en magnésium, eh bien, vos fonctions cérébrales, après bien sûr aussi musculaires, etc., seront diminuées. Donc pensez qu'il y a des aliments qui sont particulièrement intéressants par rapport au magnésium. On retombe sur les oléagineux et puis on retombe sur un produit que je pense que c'est un produit juste exceptionnel, c'est le cacao, hein, qui reste un produit incroyable, le chocolat.
noir. Pensez aussi une chose importante, c'est que ça ne sert à rien de manger du chocolat à 90% si on n'aime pas le chocolat à 90%. Commencez avec du 60%, mais cette notion de plaisir, elle est absolument indispensable. Pour moi, je ne fais jamais de programme où j'ai l'impression que les gens vont être frustrés parce que sinon on est dans une diète, on est dans un régime et le mot régime déjà ne fait pas tellement plaisir parce qu'on pense au régime quoi, au régime politique, on va penser à un régime peut-être carcéral, au régime matrimonial. Vous voyez, c'est toujours des choses qui sont un peu liées, bien entendu, à la contrainte. Donc le régime, les calories, ça c'est des notions sur lesquelles je ne travaille pas et j'ai jamais travaillé là-dessus. Par contre aussi, il y a beaucoup de fausses croyances et une autre fausse croyance, c'est de penser que il faut manger des féculents à midi parce que ça tient au ventre. Hein. C'est super, ça tient au ventre, ça tient tellement au ventre que ça vous permet de dormir jusqu'à 15-16 heures. Donc selon où vous travaillez, c'est peut-être pas un problème, mais quand vous êtes indépendant, il faut être un petit peu réactif. Donc voilà. Donc les féculents à midi, il faudrait vraiment les limiter. Par contre, une notion, moi, qui me passionne depuis des années, c'est le sommeil et que c'est le soir qu'il faut mettre des féculents dans son repas. C'est le soir qu'on a besoin de sucre parce que c'est ces fameux féculents qui vont avoir un impact important sur deux inhibiteurs du cerveau, la sérotonine sérénité, la sérotonine qui se transforme en mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et le GABA, qui est l'anxiolytique numéro un du cerveau et qui a aussi un impact très important, très intéressant sur des maladies comme justement la sclérose en plaques. Donc, le soir, manger des féculents. Alors, les gens disent oui, mais alors, si je mange des féculents le soir, j'ai toujours entendu, j'ai toujours lu qu'on les stocke. Mais je veux dire, quand vous vous endormez, vous ne décédez pas et le lendemain matin, vous ressuscitez. Votre métabolisme, il continue de tourner durant la nuit, donc vous utilisez quand même de l'énergie, peut-être même plus que certaines personnes qui travaillent assises toute la journée et qui n'ont pas grand-chose à faire. Donc, c'est vraiment une fausse croyance. Et si vous dormez bien, si vous activez particulièrement la quatrième et la cinquième phase de votre cycle de sommeil, hein, en fait, un cycle, c'est 1h30 à 1h45 de sommeil, et c'est l'hormone de croissance qui est liée à la réparation, à la régénération des cellules, des tissus, est fabriquée particulièrement dans le quatrième cycle du sommeil. Et le cinquième est fondamental, c'est là où on a le fameux sommeil paradoxal qui permet aussi au cerveau de garder ce dont il a besoin, d'évacuer de ce dont on n'a pas besoin. C'est là où on rêve le plus. Et cette cinquième phase de sommeil est très, très importante. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous dormez bien, eh bien, vous nettoyez aussi votre cerveau correctement. Il y aura une bonne régénération qui va se faire. Donc, le sommeil, et aussi c'est intéressant de se dire que les 90% finalement de la sérotonine, hein, qui se transforme en mélatonine, l'hormone du sommeil, est fabriquée dans le système nerveux entérique. Donc, quand vous comprenez un peu tout ça, vous comprenez aussi que tout fonctionne en cascade et que ça ne sert à rien de s'intéresser juste à un seul élément perdu, mais qu'on est en tout. Et que si on règle tout, dont justement un des éléments fondamentaux est certainement le système nerveux entérique, l'intestin, eh bien, on ira mieux. Mais ça ne sert à rien de faire une cure de détox si, d'un autre côté, on ne s'intéresse pas à son microbiote. C'est tout des choses qui fonctionnent ensemble. On est en tout. On n'est pas juste un organe et un autre organe et un autre organe. Et ça, c'est une notion qui, pour moi, est très, très importante et dont il faut tenir compte. Après, justement, par rapport, je vous ai dit au départ, la dopamine, concentration, motivation, c'est le starter, c'est ce qui vous donne la pêche, vous y allez, vous gardez de l'enthousiasme. Et à midi, il faudrait manger normalement au moins vos centimètres en grammes de protéines. C'est-à-dire que si vous mesurez 1,70 m, vous devriez avoir 170 grammes de protéines cuites à midi, ce qui correspond quasiment à 200 grammes. Dans un sandwich, en général, on met 30 grammes, enfin pas 11, c'est-à-dire que vous allez dans un magasin ou dans
une sandwicherie ou dans une boulangerie, généralement c'est 30 grammes de protéines. Donc ça n'ira pas, clairement. Et ça veut dire que normalement, vous devriez compter avoir votre main en protéines à midi. Et là, vous pourriez rajouter en tout cas 2 points facilement de légumes et très peu de féculents, très peu de féculents. Voire quasiment vous en passer parce que vous pourriez avoir on va dire des légumes féculents qui seraient des légumineuses. Et là, de nouveau, des haricots, des petits pois, etc., pourraient très très bien faire l'affaire à ce moment-là de la journée. Après aussi une notion qui pour moi est importante, c'est qu'il faudrait toujours laisser entre le petit déjeuner, qui est très important, et le repas de midi 4 heures. C'est vrai qu'avant, quand j'ai parlé du petit déjeuner, j'ai surtout parlé des œufs, mais ça peut être aussi, bien entendu, un yaourt. Mais un yaourt, c'est un yaourt de qualité. C'est un yaourt qui a au moins 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc la plupart des yaourts, le yaourt Moka, c'est pas un yaourt, hein, qu'on soit très clair, c'est un dessert. Il faut qu'on parle de la même chose. Ça, c'est sûr. Après, ben, de nous, le fromage, idéalement, même le gruyère, c'est le matin qu'il faudrait le manger. Si vous êtes capable de manger, ce qui est mon cas, du saumon le matin, même du saumon fumé, ça ira très très bien aussi. En fait, il n'y a pas d'aliments interdits, si ce n'est les aliments transformés. Parce que dès le moment où vous mangez un aliment qui est transformé, eh bien, à part vous amener trop d'acidité, ce qui est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup, beaucoup de monde, eh bien, il n'y a plus d'intérêt véritable à acheter ce genre d'aliments. D'ailleurs, on dit que dès le moment où vous avez plus que 3 informations derrière une étiquette, il ne faudrait pas acheter ce type d'aliments. Donc, plus vous pouvez avoir des aliments déjà de type bio et de non transformés, mieux vous allez vous porter. Prenons l'exemple du jambon. Il n'y a que le jambon de Parme qui n'a aucun additif alimentaire. Maintenant, vous avez Fleury Michon qui a aussi des jambons de qualité, mais les gens voulaient du jambon rose. Alors, Fleury Michon a dû trouver une parade et puis ils ont mis finalement, pour que le jambon soit rose, de la betterave. Et comme ça, il n'y a pas d'additif alimentaire, mais le jambon reste de qualité et rose, parce que sinon, les gens n'allaient pas l'acheter. Donc, quoi, vous voyez que c'est quand même assez hallucinant où on en est au niveau des croyances et puis de penser que, par exemple, parce que c'est écrit que le jambon était bio, le produit est de qualité. Alors, juste avant, vous me dites, j'ai dit qu'il fallait manger du bio, mais il faut quand même lire l'étiquette. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le cochon était bio, mais que finalement, avec tout ce qu'on a rajouté à la fin, eh bien, le produit n'est plus très intéressant. Donc, je pense qu'on devrait aussi réapprendre à pas mal de personnes à lire les étiquettes, parce que ça, c'est quelque chose qui est pas toujours simple et qui est souvent trompeur, parce qu'on essaie de tromper à quelque part le consommateur. Mais une notion aussi très importante par rapport à ces rythmes hormonaux, ces rythmes cérébraux, pour bien maintenir sa glycémie, pour pas arriver le soir dans un état d'hypoglycémie. Je ne sais pas si vous l'avez fait aujourd'hui, là il est gentiment 18 heures. Eh bien moi, à 16h30, je me suis fait mon goûter. Donc aujourd'hui, c'était des noix du Brésil avec quelques fruits secs et puis du chocolat noir. Et ça veut dire que c'est le moment du sucre. Parce que le problème, c'est que si vous ne faites pas ce goûter, vous risquez d'arriver à la maison et puis d'avoir envie que d'une chose, c'est de vous ruer dans le frigo et vous pouvez manger tout ce qu'il y a dans le frigo, vous pouvez manger la porte du frigo, vous risquez d'être en hypoglycémie, vous risquez d'être désagréable avec votre entourage, d'être peu patient, etc., etc. Donc, ce goûter, il est important parce que vous allez déjà préparer votre cerveau au sommeil à venir 5, 6, 7 heures après. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important de comprendre parce que sinon, vous risquez de manger plus tard, trop, et c'est là que vous allez aussi moins bien digérer. Donc, le goûter, c'est le moment du sucre, c'est le moment où on se fait plaisir, mais là aussi, vous pouvez très bien préparer vos
vos cookies maison avec une protéine végétale, avec des farines de qualité, farine de sarrasin ou autre, pour faire en sorte que vous puissiez tout manger, parce qu'il n'y a rien d'interdit. Le Nutella, c'est interdit parce que c'est un produit catastrophique par rapport à l'écologie, par rapport à plein de choses, par rapport à son huile de palme. Mais vous pouvez manger de la pâte à tartiner au chocolat de qualité, vous pouvez même la faire maison, il n'y a aucun souci. Et ce serait le moment idéal pour manger ce genre de produit. Et puis, le soir, alors le soir, il faudrait manger plutôt léger. Pourquoi? Parce que le métabolisme, il tourne un peu plus lentement, parce que le corps se prépare à dormir. Donc, on va stocker plus facilement ce qu'on va manger. Alors, souvent, les gens, ils se retrouvent quand même, s'ils ont une famille, le soir ensemble, et c'est là qu'on a envie de partager un repas. Donc, si on aime bien manger, moi, c'est ce qui est mon cas. Moi, j'adore la table. C'est passionnant, là. Tout ce qui est lié à l'alimentation, à la gastronomie, etc. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faudrait pouvoir manger peut-être plutôt les poissons, les fruits de mer, les crustacés. On irait plutôt sur une cuisine asiatique. Hein. Le soir, il n'y a pas beaucoup mieux que sushi, sashimi, les soupes de type ramen, la cuisine indienne avec les dalles, hein, dalles de lentilles avec des épinards. On irait aussi sur une cuisine plutôt méditerranéenne, hein, bien entendu. Et puis, cuisine thaï avec un wok, c'est facile à faire. C'est aussi des produits qui sont intéressants. C'est aussi peut-être le soir où on irait 1 ou 2 fois par semaine sur un tofu qui passera très très bien. Les fèves qui sont des protéines végétales qui sont aussi magnifiques. Donc, on irait beaucoup plus sur une alimentation de ce type que de partir sur une alimentation style café complet où vous arrivez dans le frigo, vous sortez le beurre, le fromage, un morceau de jambon, enfin vous prenez ce que vous trouvez, puis c'est souvent des produits qui sont quand même avec beaucoup de graisses saturées, qu'on ne digère pas très bien le soir, alors que les graisses de type monoinsaturées ou polyinsaturées, ce qu'on retrouve dans les poissons gras et certains fruits de mer, on va très très bien les digérer et ils vont être très importants pour nos fonctions cérébrales aussi. Donc toutes ces notions qui sont liées à nos rythmes cérébraux, c'est des notions qui sont vraiment importantes et qui nous permettent de manger à notre faim, avec, je dirais toujours, sans frustration, sans contrainte, si on sait mettre ça en avant. C'est pas en mangeant moins qu'on maigrit, c'est en mangeant mieux les bonnes choses au bon moment de la journée. Ça, c'est vraiment une notion qui, pour moi, est importante. Après, avant de terminer, vu qu'il me reste 2 ou 3 minutes, une autre notion, vu que c'est mon premier métier, hein, la préparation physique, l'activité physique, évidemment, selon ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, mais elle reste fondamentale. Et plus on peut bouger, finalement, plus on va garder une certaine masse musculaire, mieux on va faire tourner, mieux on va faire oxygéner son cerveau, etc. Donc, si on peut marcher, si on peut bouger, faut vraiment entretenir ces fonctions-là de façon très régulière, parce que c'est la régularité évidemment qui paye. Par contre, beaucoup de gens qui vont marcher ou qui font du sport ne boivent pas pendant l'activité physique, et ça c'est une erreur. Quand on en fait régulièrement, si vous voulez que tous les tissus du corps, hein, que ce soit les os, bien sûr les ligaments, mais surtout les tendons, que ce soit la cellule en entier, qui soit nourrie correctement, il faut avoir de l'eau avec du sucre et du sel. Donc là, vous pouvez très bien vous préparer après vous rajoutez un peu de basilic, vous mettez du citron, une petite pincée de sel. Vous finissez, une fois que le thé est un peu moins chaud, à rajouter un peu de miel et vous avez déjà une boisson d'effort toute simple à préparer, à mettre en place. Donc ça, c'est des choses qui sont faciles à faire, mais qui sont souvent oubliées. Et surtout quand maintenant on arrive vers l'été, pensez vraiment à boire suffisamment. Alors, bien sûr, de manière générale, limiter l'alcool parce que l'alcool, ça déshydrate, ça ne réhydrate pas. Et puis, on laisse tomber les sodas. Le café, pas plus que 3 par jour parce que après, ça devient quelque chose qui va avoir un effet pas acidifiant, parce que le café en lui-même n'est pas acidifiant,
Mais le problème, c'est que c'est diurétique. Donc, vous allez aller plus souvent uriner. Donc, vous allez finalement vous acidifier aussi par rapport à ça. Et puis, tout ce qui est lié au lait, eh bien, le lait de vache, à moins d'être passionné par le lait de vache, puis de super bien le digérer, pour un adulte, on peut quand même se dire que autant le fromage, parce qu'il est fermenté, les yaourts, parce qu'il y a une fermentation, c'est intéressant, autant le lait de vache, à moins que ce soit vraiment des vaches d'alpage, il n'y a pas forcément de l'intérêt d'en consommer. En tout cas, pas, je dirais, de manière quotidienne. Voilà un peu sur ce que j'avais à dire. Il est 6h05. Je ne sais pas si vous avez maintenant des questions, si vous avez pu écrire quelques questions. J'attends peut-être que Stéphanie reprenne la main. Mais voilà, magnifique. Voilà, rebonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Alors oui, j'ai déjà une petite question. Alors, quelqu'un me dit légumes crus, salade, qu'en pensez-vous? Plutôt cuire les légumes ou mieux vaut les manger crus? En ce qui concerne les fruits, à quel moment? Oui. Alors, tout ce qui concerne c'est vrai qu'il y a beaucoup de modes, hein. Il y a le régime intermittent, il y a les crudivores, on entend tout. Donc, quand on mange cru, l'avantage, c'est qu'on garderait finalement, normalement, toutes les vitamines, les minéraux, tout ce qu'on va trouver. Mais, de nouveau, normalement, parce qu'il suffit que la personne ait un microbiote qui n'est pas en très bon état, et elle aura beaucoup de peine à digérer finalement ce genre d'aliments. Donc, ça va dépendre vraiment de la qualité digestive de chaque individu. Alors, quelqu'un qui est vite ballonné, qui peut vite avoir des gaz, etc., on pourrait quand même plutôt lui dire, bah, cuisez plutôt vos aliments, rajoutez toujours un filet d'huile pour permettre aux antioxydants de mieux arriver au niveau des cellules. Mais, de nouveau, si vous digérez super bien et que vous mangez des légumes crus, pas de problème. Donc, c'est toujours ça doit être adapté à chaque individu. Il ne faut pas insister, si vous êtes tout le temps ballonné quand vous mangez du cru, de continuer. Et les fruits, alors de nouveau, l'idéal pour les fruits, comme je l'ai dit, le matin, parfait, avec, on pourrait faire un mélange fromage avec des fruits secs, fruits normaux, et puis quelques oléagineux, magnifique. Et puis pour le goûter, parfait aussi. Par contre, de mélanger des fruits avec des céréales ou des féculents, ça crée très souvent de la fermentation et des problèmes intestinaux. Donc là, ce serait moins idéal. Et puis si le soir, tout d'un coup, vous avez envie de vous faire une magnifique salade de fruits, et puis vous rajoutez encore, pourquoi pas, dedans un peu de feta, des choses comme ça. Moi, je fais des mélanges des fois qui peuvent surprendre, mais qui sont assez intéressants. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Après, il ne faut pas non plus manger 8 à 10 portions de fruits par jour parce que ça fait énormément de fructose et que le foie, lui, il n'aime pas avoir autant de fructose que ça. Surtout si on ne fait pas des 3 heures d'activité sportive par jour. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur quoi, comment et à quel moment au niveau des fruits aussi. Merci beaucoup. Voilà, j'ai d'autres questions où quelqu'un me demande, est-ce que vous conseillez des protéines à tous les repas? Oui, alors clairement. Il y a des gens peut-être qui ont vu le film de Game Changers qui montre qu'il ne faudrait plus manger des protéines animales. Alors moi, je peux vous dire clairement, parce que je peux mesurer quand même beaucoup de choses, que c'est une erreur de ne plus manger de protéines animales. Mais je serais plutôt pour dire de manger des protéines animales le matin et à midi, et plus en avance de la journée, de partir sur des protéines végétales. Donc on pourrait très bien avoir un espèce de régime, entre guillemets, végétarien à partir de la deuxième partie de la journée, mais le matin, de démarrer avec de la protéine animale, c'est absolument indispensable parce que ça active ce fameux starter qui est la dopamine. Et vu que cette dopamine, il lui faut un relais pour qu'à midi, on continue à bien enchaîner notre journée, eh bien, on se rend compte qu'il faut de nouveau de la protéine. Mais de nouveau, hein, il faut que les gens soient à l'aise. Ah, ben, je vous montre mon chat là qui vient d'arriver. Bonjour le chat. Bonjour. Et donc, j'irais plutôt dans cette optique-là.
Et puis une alimentation, alors effectivement, plutôt de type végétarienne, avec du tofu, pourquoi pas du corn, euh, bah, le soir. Et puis comme j'ai dit, les lentilles, les fèves, de savoir bien mélanger finalement les légumineuses, ça passera très très bien aussi. Merci. Il y a une autre personne qui demande, donc vous avez conseillé des féculents le soir, mais est-ce que vous ne les avez pas cités dans vos exemples? Quels féculents est-ce que vous conseillez? Alors c'est vrai que moi, de nouveau, par la force des choses, puis à force de voir beaucoup de choses, moi j'essaie de limiter ce qui contient du gluten de manière générale. Donc si on fait des mélanges, comme on a dit, avec les légumineuses, c'est assez idéal. Donc, si on fait, par exemple, il existe, sans faire de publicité, que ce soit Coop, Migros, etc., mais les produits Karma, vous avez du riz basmati, quinoa, lentilles. Et ça, c'est un mélange qui est particulièrement intéressant. Après, comme j'ai dit aussi, les fèves ou les edamame, très intéressant aussi. Moi, je suis fan de houmous, donc j'ai du houmous de toutes les sortes possibles et imaginables. Donc, je trouve que les pois chiches sous cette forme-là, super, super intéressant aussi. Donc après, la patate, la pomme de terre, or, pour le soir, parfait, parce que c'est basifiant, c'est le seul féculent qui est basifiant. Et la patate douce, magnifique aussi. Donc moi, j'irais plutôt sur des choses comme ça. Et si on mange des pâtes, alors aller sur le petit épeautre, aller chercher des pâtes peut-être différentes. Maintenant, c'est vrai qu'il existe aussi des pâtes de pois chiches de très bonne qualité. Donc voilà, puis de temps en temps, plat de pâtes, on va dire, plus basique, blanche, qui fait plaisir parce que cette notion, elle reste importante. Pourquoi pas? Mais de manière générale, et encore plus par rapport à la sclérose en plaques, limiter le gluten, tout comme moi je le fais chez les sportifs. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui demande si le soir, faudrait-il y avoir un certain nombre d'heures entre le souper et le coucher? Oui. Alors, si vous êtes trop dehors, vous risquez d'avoir faim, donc vous risquez de moins bien dormir parce que vous avez faim, donc le cerveau va s'endormir plus tardivement, certainement. Et puis, si vous allez juste après, c'est juste pas possible. Donc, je dirais que idéalement, il faudrait aller se coucher à peu près 2 heures après avoir mangé. Ça, ce serait assez idéal. Merci. Une autre question intéressante, que pensez-vous des aliments en conserve, fruits, poissons, légumes? Alors, de nouveau, hein, sur les poissons, aucun problème. Je pense que la sardine en boîte, le maquereau et tout, ça reste des produits qui sont évidemment, déjà, c'est super pratique parce que s'ouvrir une boîte de sardines, il faut juste garder que ce soit au moins qu'il y ait le logo de pêche durable, qu'on ait, je dirais, plutôt une sardine à l'huile d'olive, que ce soit le maquereau ou le cabillaud, etc. aussi. Donc, par rapport à ça, pas de problème. Après, honnêtement, sur les légumes, alors j'irais quand même plus sur des légumes congelés, parce que là, tout ce qui est congelé en matière de légumes, ça reste, sans faire de mauvais jeu de mots, souvent des légumes frais. Donc, c'est pas un problème en soi. Évidemment que c'est mieux de manger des légumes congelés de qualité que de manger des légumes pas congelés qui sont restés sur les étals trop longtemps. Hein, ça, c'est clair. Après, si vous pouvez manger des légumes de qualité bio de la région et tout, c'est juste magnifique. Ça c'est certain. Mais sinon, évidemment, on n'irait pas trop dans les boîtes. Moi, il y a juste au niveau des boîtes, vraiment la boîte de tout ce qui est sardines et compagnie que je recommande. Merci. Et que pensez-vous du jeûne? Est-ce que c'est déconseillé? Moi, je vais en complet de ça parce que j'ai déjà. On vous entend pas très bien là. Je parle plus fort, hein, plus fort. Non, en fait, c'est le micro là tout d'un coup qui bug un petit peu. Ah, ok. Ah, Ça là c'est bon. remarque normalement. Là, Ok, là c'est tout bon. Ouais, là on vous entend. Donc. parfait. Non, je disais, moi, je ne suis pas pour le jeûne intermittent parce que moi, j'ai des gens qui payent des fortunes. Donc, déjà, le concept est bien parce qu'ils payent très cher pour bien manger et ils font des jeûnes, alors pas que intermittents. Et en fait, on a des fenêtres métaboliques.
C'est un peu comme une fenêtre météo quand vous prenez l'avion. Si la fenêtre elle est pas bonne, bah, vous allez être secoué, vous allez être un petit peu ballonné, mais vous n'allez pas forcément vous cracher. Mais toujours est-il que le matin, entre 6h et 8h du matin, on métabolise très bien les graisses et les protéines. Donc c'est pour ça que vous devez manger assez gras et protéiné. Tout comme le soir, on a besoin de plus de sucre pour mieux dormir. Donc dès le moment où on commence à ne plus entrer dans ces fameuses fenêtres, eh bien, on fatigue plus son corps. D'ailleurs, si je prends un exemple très concret, les gens qui travaillent de nuit, hein, ou les gens qui font du 3 x 8, ont une espérance de vie qui est de 5 à 7 ans de moins que l'espérance de vie normale. C'est énorme. Mais c'est parce qu'en fait, ils fonctionnent à contre-courant de nos rythmes naturels, de nos rythmes biologiques naturels. Donc, commencer à faire ce genre de choses, c'est un peu comme les régimes au départ, c'est-à-dire que au début, bah, vous perdez, mais souvent vous perdez plutôt du muscle qu'autre chose. Et puis, ça c'est peut-être motivant, mais si vous faites ça sur du long terme, généralement ça se passe pas très bien. Donc on revient de nouveau sur un phénomène de mode. Et puis, bah, les gens sont toujours intéressés hein, par tout ce qui est lié à la mode et à ces phénomènes-là. Mais moi, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est comme faire du sport à 5h30 du matin. Juste avant, j'avais une personne qui faisait ça. Elle se lève à 5h15, elle va courir. On n'est pas fait pour faire ça. Alors ça va tenir un moment, jusqu'au moment où elle aura plus de problèmes. Merci. J'ai une autre question sur à quel moment manger les aliments lacto-fermentés? Toujours quand on peut, parce que finalement, bah, à midi, vous voyez, qu'est-ce que je me suis fait? Un truc un peu bizarre. J'ai fait une omelette de choucroute. Donc, on mélange du chou avec des œufs. Et c'est quelque chose qui est très bon. Mais la choucroute, c'est super simple parce qu'il y a de la lactofermentation. Donc, ça veut dire que si vous pouvez avoir un peu à chaque repas, soit des aliments qui sont lactofermentés, comme les olives vertes, après de nouveau, hein, dans le fromage, il y a de la lactofermentation. Et après la bière aussi, mais ça c'est moins conseillé. Le chocolat noir, il y a aussi de la lactofermentation. Les prébiotiques, c'est plutôt ail, oignon, échalote, ben ça c'est aussi des choses qu'on peut avoir régulièrement. Donc plus vous pouvez mettre régulièrement ce genre d'aliments dans votre assiette, ben, mieux vous irez, ça c'est clair. Ça c'est évident, mais ça devient de plus en plus difficile à trouver ce type d'aliments parce qu'au départ, par exemple, les cornichons, c'était des aliments, tout ce qui était pickles, qui était lactofermenté. Mais maintenant, il y a de moins en moins de lactofermentation parce qu'on a mis que du vinaigre et puis des antioxydants, des mauvais antioxydants, entre guillemets, qui permettent justement de garder ces produits 3 ans, 4 ans sans que finalement ils pourrissent. Mais à la base, c'est logique, un aliment, s'il est naturel, bah, si vous ne le mangez pas assez rapidement, bah, il va pourrir. Merci. Et que pensez-vous de la crème Boudwig? Alors la crème Boudwig, faut quand même rendre hommage à la personne qui est derrière ça. C'était le docteur Kousmine, hein, qui avait certainement 50 ans d'avance sur beaucoup de choses. Alors maintenant, c'est encore un petit peu plus de choses, mais le docteur Kousmine avait beaucoup d'avance. Et c'est elle qui a aussi beaucoup parlé des oméga 3, de ces choses-là. La seule chose, je dirais, attention avec la crème Boudwig, si vous mettez des fruits comme justement la poire, la pomme, le kiwi, souvent c'est pas facile à digérer et ça peut créer chez les gens qui sont plus fragiles au niveau de l'intestin des ballonnements liés à une mauvaise fermentation. Le docteur Bircher, hein, c'est un docteur, lui il laissait les fruits dans du lait pendant toute la nuit, puis après il les mélangeait le lendemain et il n'y avait pas ce problème de fermentation intestinale qui pouvait créer des problèmes de ballonnement, de gaz ou autres problèmes digestifs. Mais oui, la crème Boudwig, très bien. Merci. Pour rebondir sur ça aussi, qu'est-ce que vous conseillez comme une bonne huile ou pouvez-vous répéter le nom des huiles? Oui. Vous avez parlé d'huile. Alors, une huile qui n'est pas tellement connue, c'est l'huile de caméline. Donc, l'huile de caméline, moi qui suis jurassien droit direct à Courtétel, il y a les enfants chez le Wüttrich. Sinon, il y a à Boudry, ils font aussi de l'huile de caméline, et puis sur le canton de Vaud. Donc, c'est une fleur qui est très intéressante. Sinon, bah, l'huile de colza, mais essayez de toujours acheter ce type d'huile
je dirais, avec des bouteilles qui sont en verre et non pas en plastique. Après, vous avez l'huile de noix qui est pas mal aussi. L'huile de lin, mais elle rancit assez vite, donc puis pas tout le monde aime son goût non plus. Et l'huile de chanvre, chère à Monsieur Rapa, parce qu'il faut aussi, on parle des Jurassiens, parlons des Valaisans. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que c'est aussi une huile intéressante, l'huile de chanvre, parce qu'elle est aussi riche en oméga 3. Merci. Je vais prendre une dernière question encore. Donc, est-il important de complémenter le sélénium avec la vitamine D3 pour les malades de avec la sclérose en plaques? Alors, c'est une bonne question parce que tout ce qui est lié à la complémentation, il faudrait quand même pouvoir bilanter les gens et puis pas faire une complémentation sauvage, on va dire. C'est-à-dire que la vitamine D3, vous avez quasiment aucun risque d'en avoir trop et la plupart des gens n'ont pas assez. Et puis chez la femme, il y a une relation directe aussi avec les risques du cancer du sein, etc. Donc la vitamine D3, c'est surtout le soleil hein, quand même. Mais on pourrait donner en Suisse quasiment à tout le monde à l'année de la vitamine D3. Hein. Donc, moi, je prends de la vitamine D3 et du krill à l'année. C'est un mélange qui est aussi très, très intéressant. Donc, oui, ça, je pense que vraiment, vous pouvez le faire tout le temps. Par contre, le sélénium, si vous en consommez trop, ça devient un pro-oxydant. Donc, il fera l'effet inverse. Moi, j'aime beaucoup les noix du Brésil, justement, et qui sont très riches. C'est l'aliment certainement le plus riche en sélénium. Et bah, c'est bien de manger régulièrement, manger 5-6 noix du Brésil, ça va déjà aussi être très très bien. Mais de juste se complémenter en sélénium, si on ne sait pas sa teneur effective sanguine en sélénium, bof, je ne conseille pas. Mm. Merci beaucoup. Donc Avec plaisir. voilà, je crois que c'était très très intéressant toutes ces informations. On pourrait en parler encore Oui, longuement, largement sur cette thématique de l'alimentation. Bah voilà, là aussi j'ai juste mis votre site internet, si jamais sur l'écran, voilà, pour les participants, vous pouvez en prendre note. Alors bah voilà, avant de terminer, je ne sais pas si vous vouliez encore dire quelque chose. ouais, moi, je dirais que comme tous ceux qui ont des problèmes de santé, ce qui a aussi été mon cas, vu que j'ai été opéré à cœur ouvert à 35 ans et j'ai eu différents trucs dans ma vie, bah, c'est quand on a des problèmes de santé qu'on se rend compte que c'est certainement ce qu'il y a de plus important. Et de nouveau, qu'on se rend compte que finalement, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place est beaucoup lié à, je dirais, pour moi, quatre notions de base, qui est euh, vraiment l'alimentation, hein, aussi ben, ce qu'on boit, le sommeil, parce que je reviens très très souvent là-dessus, qui est très très important aussi. L'activité physique, ben, si vous pouvez encore en faire, on est des êtres qui avons besoin de bouger. Et puis la dernière notion, c'est de garder du plaisir dans ce qu'on fait, parce que le plaisir, c'est ce qui donne envie de continuer à y croire, à bouger, à bien s'alimenter et qui active finalement notre motivation à faire des choses. Donc ça, je pense, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et quand on arrive déjà avec ces quatre piliers-là à pouvoir avancer, je pense que les choses se font presque naturellement par la suite et puis qu'il faut toujours y croire. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, je pense que c'est très juste aussi. Et ben voilà, évidemment, si vous avez aussi d'autres questions, ben nous, on est aussi à disposition sur l'infoline qui est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 13 h. Donc, vous pouvez appeler sans autre le 0844 737 463. Et puis, bah voilà, comme tout à l'heure, j'ai un petit peu passé vite sur la slide. Donc, il y a donc votre site internet, Monsieur Bourquin. Donc, si jamais c'est 3 fois W bourquin-nutrition.ch. Voilà, si vous avez envie de prendre contact encore pour plein d'autres informations. Voilà, et donc nous, on aura la semaine prochaine, il y aura encore, voilà, bah, on a un webinaire ce jeudi encore sur un automassage et méditation. Donc, c'est un cycle qui a commencé depuis début avril, mais à chaque fois, c'est différent. Donc, ça a lieu de 11h30 à 12h15. Et la semaine prochaine, lundi, on aura une petite conférence témoignage
de Yasmine Nuniguet, qui est aussi une athlète sportive, qui va faire un petit peu des parallèles entre ce qu'on a vécu un peu durant aussi cette période de confinement, enfin ce qui se poursuit un petit peu encore actuellement, et la sclérose en plaques. Donc en tout cas sur ce voilà, je voulais encore vraiment vous remercier, Monsieur Bourquin, c'était très Oui, avec grand intéressant. plaisir. Très Voilà, et puis apprécié. j'espère aussi que pour vous, les participants, voilà, c'était Et intéressant. puis peut-être qu'on Et arrivera à le faire en live, vu que ça avait été prévu au départ, hein, de le faire en live oui, à Sénégie avec un groupe, avec activités diverses. Enfin, peut-être qu'on le fera, pas cette année, mais l'année prochaine. sur l'année prochaine, oui, ça serait en tout cas très chouette. Donc, on espère, voilà, aussi pouvoir refaire des événements physiques, effectivement. Et ça serait Ouais, vraiment chouette si on peut mettre ça sur pied. C'était prévu sur une journée, donc il y avait effectivement aussi encore la thématique du sport hein, qui était assez présente aussi. Donc voilà, on vous annoncera tout ça en temps voulu. Et avec puis plaisir. voilà, donc en tout cas, moi je vous souhaite une Vous belle soirée aussi. à tout le monde et à très bientôt. À tout Merci. bientôt. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.